Dès sa naissance, un enfant a besoin de sécurité. Lui qui a passé 9 mois dans le ventre opaque et sécurisant de maman, se voit d'un seul coup projeté dans un monde de lumière, de bruit et de mouvement. Pour grandir et se développer dans ce monde, il aura besoin de soins attentifs, d'amour et de points de repère solides, ce qui lui permettra de forger au fil du temps sa personnalité propre, son identité. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui à nouveau dans l'émission Il est écrit Daniel Starenki, qui a passé beaucoup de temps à écrire et à traduire sur un thème qui lui est cher, celui de la relation entre les parents et les enfants, l'éducation, la croissance, le développement de l'enfant. Aujourd'hui, donc, on va parler ensemble de l'identité, de renforcer l'identité d'un enfant. Daniel Starenki, bonjour. Bonjour. Merci d'être là à nouveau aujourd'hui. On va parler de l'identité de l'enfant. Qu'est-ce que c'est l'identité d'un enfant? Simplement dit, c'est l'image qu'il a de lui-même, la façon dont il se perçoit. Le regard qu'il porte sur lui-même. Le regard qu'il porte sur lui-même, oui. Oui. Et alors, cette identité, elle se forge petit à petit, j'imagine, depuis les tout premiers moments de la vie. Cette identité lui vient du regard des autres. C'est ce qu'il perçoit dans le regard de ses parents, évidemment, en premier, puis d'autres personnes. Mais en fait, l'identité, c'est ce qu'on dit de lui. Et j'ai une petite anecdote qui me vient à l'esprit. C'est un homme mûr qui racontait cela. Il racontait que dans son jeune âge, il avait été un vrai bandit, un gangster, mettez tous les mots que vous voulez, à New York. Mais il allait visiter sa grand-mère régulièrement. Elle était dans un hospice, les hospices d'autrefois, très peu agréables à visiter. Et puis dans la grande pièce où il y avait 100 lits ou quelque chose comme ça, il cherchait le lit de sa grand-mère, il s'approchait. Et dès qu'elle le voyait, elle disait « Oh, tu sais, Ron, t'es un bon gars. » Et lui, dans sa tête, quand elle disait ça, il dit « Voyons encore, maman, tu sais pas ce que je fais. Tu sais Parce pas. que je vis. Tu sais pas ce que je vis. Je vole, je tabasse les gens. Je vais finir en prison, c'est sûr. Tu sais pas. Non, non, tu es un bon gars. » Puis elle lui répétait pendant 10-15 minutes « T'es un bon gars, Ron, t'es un bon gars. Je t'aime, t'es un bon gars. » Et à un moment donné, vers 16-17 ans, il a rencontré autre chose dans sa vie que la rue et les bandes. Et ce qui lui a permis de changer de vie, c'est la voix de sa grand-mère. « Tu es un bon gars, mais oui. Elle dit que je suis un bon gars, donc je peux en être un. » Et c'est un auteur qui a dit que souvent, on félicite l'enfant sur ce qu'il fait, mais pas sur ce qu'il est. Donc, on va lui dire « Ah ben, c'est gentil ce que tu viens de faire », mais on ne lui dit pas qu'il est gentil. Et l'identité, justement, c'est ce que les autres disent de nous. Il y a toutes sortes de niveaux. À cela, on peut forger une identité. Écoute, tu es de sang royal, tu es le futur roi. On sait, on a encore de la royauté dans ce monde. Et on sait que les enfants de rois sont élevés d'une manière particulière. Très tôt, on leur met dans l'esprit, tu fais partie d'une famille royale. Donc, on forge une identité de roi. Et nos enfants ont besoin qu'on forge leur identité. Parfois, on va leur dire, t'es un tel, t'es un ceci, t'es un cela. On parle du nom de famille. On lui dit, ton nom de famille, c'est quelque chose. Le nom est important, le prénom parfois est important aussi. Parfois aussi. Mais c'est l'enfant qui doit, par contre, à un moment donné, accepter cette identité qu'on lui donne. Parce que j'allais vous dire justement dans ce que vous dites là, qui me semble très important, parce qu'effectivement, l'enfant, au départ, dépend beaucoup de ce qu'on va lui donner, ce qu'il va recevoir. En même temps, est-ce qu'on ne met pas sur les parents un trop grand fardeau, dans le sens où
l'enfant va aussi à un moment devoir forger sa propre identité, non? Oui, ben justement, c'est ce que j'allais dire du même temps, c'est que les parents offrent une identité à l'enfant, mais il a le choix de l'accepter ou de la refuser. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et dans certains cas, peut-être qu'il fait bien de la refuser. Peut-être aussi, oui, parce que si l'identité qui lui est donnée n'est pas la bonne, il a le devoir de la refuser. Mais grosso modo, généralement, je pense que la plupart des parents aiment suffisamment leurs enfants pour voir chez eux quelque chose de positif, pas juste du négatif. Donc ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que le parent qui veut aider son enfant à grandir, à se développer avec une certaine sécurité intérieure, doivent travailler à renforcer cette identité positive de l'enfant. Absolument, absolument. Et justement, lui donner une image positive de sa personne. On peut raconter en tant que plein d'anecdotes. Mon père m'a dit ça, je l'ai cru, et puis voilà, ça a fait dévier ma vie. Ça m'a suivi toute ma vie. Toute ma vie, ça m'a suivi. Tu es trop grand, tu es trop gros, tu es trop ci, tu es trop ça. Je voulais un garçon, puis c'est d'une fille. On dit plein de choses qui marquent l'enfant. Mais avoir à l'esprit en tant que parent, et souvent que grands-parents, parce que les grands-parents jouent un très grand rôle aussi. Parfois, ils projettent quelque chose de plus positif que les parents eux-mêmes. L'importance de prendre conscience que l'enfant est en construction. C'est l'éducateur qui amène les briques à la construction. Vous diriez que si on veut aider l'enfant à avoir cette image saine, positive de lui-même, quels seraient les gestes, quels seraient les mots qui seraient les plus importants? Disons, on pourrait peut-être comprendre ça en parlant de l'aspect négatif. Combien d'enfants disent « Mes parents m'ont toujours dit que j'étais un raté, que je ne réussirais rien dans la vie. Même dans certaines cultures, tu es fait pour un petit pain. Jamais tu pourras penser à autre chose. » Donc, l'apport négatif est très, très marquant. Et c'est souvent celui-là qui ressort le plus. On m'a dit cela. On m'a dit que jamais je pourrais aller à l'université. Je n'étais pas assez intelligent. Il y a des tas de choses qui se disent que l'enfant accepte. Mais si on était positif, ça serait la même chose, voyez-vous. Donc, l'important, c'est de donner à l'enfant une identité. On croit en moi, j'ai de la valeur, je suis quelqu'un, je peux faire des choses. Voyez-vous? Est-ce qu'on ne court pas le risque à un moment d'amener l'enfant finalement, peut-être, si vous me permettez l'expression, à s'y croire un peu trop? Comprenez le sens de ma question? Mais je comprends, et c'est très fréquent, surtout dans certains milieux. On ne veut pas que l'enfant soit orgueilleux, on ne veut pas qu'il se prenne pour un autre. Mais je lisais une étude, il disait c'est bizarre parce que une étude qui a été faite sur des parents très philanthropes et qui se plaignaient d'avoir fait des enfants qui ne l'étaient pas. Et l'étude, essaie de comprendre pourquoi. Et la conclusion, c'est que les parents n'ont pas dit à l'enfant qu'ils pourraient être philanthropes eux aussi. C'était eux qui l'étaient, et puis ils gardaient ça pour eux, voyez-vous. Donc, souvent, on ne passe pas son identité à nos enfants. Et vous militez pour le fait que les parents transmettent? Oui, de toute façon, ils vont transmettre quelque chose. D'une manière ou d'une autre, absolument. Mais on est là, on essaie de transmettre quelque chose de positif. Maintenant, les parents vont sans doute faire de leur mieux. Oui. Ils vont quand même se rendre compte, tôt ou tard, en tout cas c'est mon expérience de parents, que dans certains domaines, ils sont passés à côté dans ce domaine-là. Oui, oui. Là, à ce moment-là, il faut se consoler. Et c'est le pédopsychiatre Winnicott qui a, dans les années 1950, je pense qu'il prévoyait le problème actuel, il a énoncé le concept du parent juste correct. Le parent juste correct. Juste correct. Expliquez-nous ça. On sait que la plupart des parents veulent être perfectionnistes. Ils veulent réussir parfaitement ce chef-d'œuvre qu'ils ont mis au monde.
C'est Cyrulnik qui disait « Il n'y a rien de plus imparfait qu'un parent parfait ». Donc, Winnicott dit non, le parent juste correct. Et voilà comment il explique ça. Il dit un enfant naît et la première chose qu'il doit apprendre, c'est la sécurité, la stabilité et l'amour inconditionnel. Et il dit généralement, rares sont les parents, il y a toujours des exceptions, on se comprend, qui ne vont pas, quand ils ont un nouveau-né, répondre immédiatement à tous ses besoins. Il pleure, on le cajole, il a faim, on lui donne à manger. On est à son service. Cela dure un temps, mais il faut être honnête, ça ne peut pas durer tout le temps. Donc, le parent qui s'oublie pour son enfant, c'est indispensable au départ. Ça peut durer un certain temps, je veux dire, bon, 1 an, 2 ans peut-être. Mais il vient un temps où le parent juste, correct, veut non seulement apprendre à son enfant la stabilité, la sécurité de leur amour inconditionnel, mais il faut qu'il le prépare à la vraie vie. La vraie vie, c'est que il y a des frustrations. On ne répondra pas à tes besoins parce que tu fais « tu vas avoir une réponse. Tu vas avoir des frustrations. Tu vas rencontrer des non, des gens qui ne répondront pas à ce que tu veux. Tu auras des échecs. » Et à ce moment-là, le parent juste, correct, qui a pas cette illusion d'être parfait, donc d'être constamment au service de son enfant, puis constamment aller au-devant de ses besoins. Ce qui ne serait pas bon pour lui, d'ailleurs. Non, de tout faire pour qu'il ne souffre pas, qu'il n'ait pas de frustration. Il dit, ce parent-là va le laisser vivre des frustrations. Et effectivement, il ne pourra pas manger quand il veut, il ne pourra pas rester debout toute la nuit, il ne pourra pas... enfin, il aura des non. Et ce parent est juste correct, et c'est un bon parent parce que non seulement il donne à l'enfant une base de sécurité, d'amour inconditionnel, qu'il va avoir quelque part dans son cerveau. Il dit, quelque part, il y a quelqu'un qui peut répondre à mes besoins. Mais il va aussi l'éduquer à la réalité de la vie, qui est faite de frustration et de non. Donc, ce parent va apprendre à son enfant la résilience. Oui, on me dit non, là, mais... il y a quelqu'un qui m'a toujours dit oui, à un moment donné. Oui, maintenant, ça ne marche pas, mais il faut que je persévère. Vous comprenez? Donc, c'est l'apprentissage de la résilience qui fait que l'enfant grandit et devient un sujet utile dans notre société et qui permet aux parents d'être juste corrects. Pas parfaits, pas imparfaits, le fait que les parents ne correct. soient pas parfaits ne peut pas se traduire aussi par le fait qu'ils puissent à certains moments reconnaître devant leurs enfants qu'ils ne sont pas parfaits? Est-ce que ce n'est pas aussi une partie de l'éducation, ça? Oui, ça peut faire partie quand il y a une vraie faute. Mais je veux dire, là, on parle d'un état d'esprit que le parent doit avoir. Je vais être juste, correct, parce que le parent ne peut pas répondre à tous les besoins de l'enfant tout le temps. Et s'il ne le fait pas, c'est correct, parce que l'enfant a besoin de grandir et de faire face à la réalité. La réalité de la vie, c'est que, on le sait très bien, tout le monde n'est pas en extase devant nous, comme nos parents pourraient l'être. Et vous? Et donc l'enfant forge une identité forte, d'une part en ayant eu cette image positive de lui dont on a parlé au début de l'émission, d'autre part en acceptant aussi la réalité, l'apprentissage, la frustration, comme disait un de mes professeurs, et puis son image de lui-même grandit, il forge son identité. Et vous me disiez tout à l'heure en préparant l'émission, il va aussi avoir besoin pour cette identité, quelque part, de trouver ses racines. Oui, l'enfant doit avoir des racines. En fait, bien des gens se plaignent d'être soit déracinés ou soit justement de ne pas avoir de racines. Et c'est une souffrance. Et je crois que les parents devraient penser à partager leur histoire avec leurs enfants. Les parents, les grands-parents, les familles s'organisent sur 3 générations. Raconter leur histoire. Parce que l'enfant, oui, il va grandir, il va être critique, il va voir que papa et maman sont pas parfaits, puis c'est correct. Il va probablement leur en vouloir pour ceci, pour cela. Et ce qui adoucit le jugement de l'enfant, c'est la connaissance d'où viennent mes parents, qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils vivent.
Et très souvent, les parents gardent tout ça pour eux. Et j'ai l'exemple, par exemple, de ces 3 générations, ces parents qui ont fait la guerre, qui ont eu des enfants qui sont nés après la guerre, donc les baby boomers, et la 3e génération. Et qu'on le veuille ou non, les parents qui ont vécu la guerre ont vécu quelque chose d'unique qui les a marqués. Un traumatisme majeur. C'est un traumatisme majeur. Les parents qui n'en parlent pas, et rares sont ceux qui en parlent à leurs enfants, vont faire grandir ces enfants dans une atmosphère de guerre impalpable pour eux. Ils sentent les désespoirs, ils sentent les frustrations, ils sentent souvent les colères, les disputes, les cris. Ils sont là-dedans. Et je parlais une fois avec quelqu'un, il me disait, je ne sais pas ce que mon père a vécu, mais il avait vécu la guerre, mais il dit, la nuit, j'en fais des cauchemars. Donc, il fait des cauchemars pour ce qu'a vécu sur une non-histoire. Vous comprenez? Il reprend l'histoire parentale. Mais, sans le savoir, sans le savoir. Sans avoir des mots, des faits, voyez-vous. Et c'est Boris Cyrulnik, je le nomme de nouveau, qui dit que généralement, ces choses se guérissent avec la 3e génération parce que l'enfant de l'enfant regarde ses grands-parents et lui pose des questions. Et les grands-parents s'ouvrent. Et c'est très courant de voir le grand-parent qui s'ouvre à son petit-enfant, mais il ne s'est pas ouvert à son enfant. Et donc, et là, le petit-enfant, entendant ces histoires, mais ils sont extraordinaires, regarde ce qu'ils ont vécu, ils ont passé à travers, ils ont réussi à s'en sortir, tout ça. Et souvent, c'est le petit-enfant qui va guérir la dynamique familiale. Parce que finalement, ils comprennent le grand-parent, ils l'admirent, ils en parlent aux parents qui, généralement, fâchés contre les parents. Vous comprenez, la 2e génération est fâchée contre la 1re. Et c'est le petit-enfant qui réussit à remettre ça en place en disant, ben, finalement, vous êtes tous des héros. Parce que vous avez passé à travers l'innommable, l'impossible. Et puis, il y a beaucoup d'impossibles. Je veux dire, il n'y a pas juste la Deuxième Guerre mondiale. Il y a bien d'autres difficultés et notre traumatismes. monde est en tumulte, en tourment, je veux dire. Et je pense qu'il n'y a pas une partie du monde qui ne connaît pas des catastrophes et qui ne crée pas des populations traumatisées. Voyez-vous? Donc l'enfant, à travers ces histoires qu'on lui raconte, ces histoires vraies, ces histoires vécues, trouve ses racines, oui, développe son identité. Il y a une forme de... il s'approprie en quelque sorte cette histoire aussi pour lui-même. Voilà. Ben, moi, et on l'entend... Moi, j'ai une grand-mère qui a fait ceci. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. J'ai des petits-enfants. Et puis oui, ils sont fiers de dire mon grand-père, ma grand-mère. Et on le voit quand ils le disent, ils ont une fierté. Et puis évidemment, ils attirent l'attention des autres. Et ça les fait grandir. Donc, c'est important dans la famille de prendre du temps pour passer le flambeau de son expérience, de son passé, de sa généalogie. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de généalogues, moi, c'est ça, généalogistes peut-être? Généalogistes, oui, merci, qui cherchent leurs racines et qui remontent des annonces qui vous tombent sur Facebook. Avez-vous du sang royal? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce que tout le monde a besoin d'avoir une histoire. Mon père était ci, ma mère était ça, on a fait ci, on a fait ça, on a passé. Donc, et oui, ça construit l'identité. Et une identité forte, ben, ça fait un enfant qui a des racines et qui peut faire face à la réalité de la vie. Et aujourd'hui, il faut qu'en tant que parent, on fasse le choix de cela, parce que ce dont vous parlez là, le fait de partager de génération en génération, ça se fait certainement dans certaines familles, mais on a l'impression que beaucoup de familles sont tellement occupées, tellement prises peut-être par la situation ambiante, l'actualité, etc., qu'il n'y a plus beaucoup cet échange de... Je lisais une étude qui disait qu'un moyen de prévention de la délinquance, c'est que les parents partagent au moins 3 repas par semaine avec leurs enfants. Le chiffre 3 m'a fait basculer. J'ai dit, ça semble faible. C'est tellement faible, mais statistiquement parlant, c'était important pour prévenir la délinquance. Pourquoi? Parce que quand on mange à table, assis, en famille, on parle.
Mais pour indiquer aux gens de manger 3 fois par semaine, ça veut dire qu'ils ne font même pas ça. Tout le monde mange dans son coin. Et je lisais une autre étude qui disait que, par exemple, les migrants d'Afrique ou d'ailleurs, ils arrivent ici et ils ont le cerveau qui bascule parce qu'ils voient les gens manger seuls. Pour eux, on ne peut pas manger seul. C'est inconcevable. Mais justement, on dit comment ça, ces familles ont des valeurs plus fortes, ils se tiennent beaucoup plus, oui, mais ils mangent ensemble. Donc, en mangeant ensemble, ils parlent ensemble. Et on raconte. Et on raconte, j'ai fait ci, j'ai fait ça, voyez-vous. Donc, là encore, probablement que notre style de vie n'est pas tellement favorable à l'épanouissement humain. Et c'est pour ça qu'il y a des choix à prendre, des décisions. On va manger ensemble, on va mettre la table ensemble, on va faire un rituel autour du repas, on va prendre le temps et on va partager. Merci beaucoup, Danielle Starenky. Ce que vous dites là me fait penser à quelque chose qu'on trouve aussi dans la Bible. Dans la Bible, à plusieurs reprises, il est dit que les parents doivent raconter à leurs enfants leur histoire. Et peut-être, si vous le permettez, je vais terminer avec un texte qu'on trouve dans le livre des Psaumes, où il est question justement de cette transmission de génération en génération dont vous dites que c'est tellement important. Dans le psaume 44, il est dit ceci. « Nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps au jour d'autrefois. » Ah, voilà, vous l'avez. Ce dont les enfants ont besoin, ce dont nous avons besoin tous. Oui. Merci beaucoup, Danielle Starenky. Merci à vous. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au Centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilestécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. Bonjour à tous les deux. Bonjour Rémi. Content de vous retrouver comme chaque semaine. Nous aussi. Avec bien sûr notre offre de la semaine et un livre aujourd'hui, France, que tu connais bien, qui est un grand classique qu'on présente régulièrement. Qu'on représente parce que je pense que ça vaut la peine. C'est un livre qui est vraiment bien fait, qui peut vraiment beaucoup aider les parents dans l'éducation de leur enfant. Le titre, c'est « Comment vraiment aimer votre enfant » de Dr. Ross Campbell. J'allais dire de Danielle Starenky, parce que c'est elle qui a traduit le livre. Des fois, les idées s'entrechoquent dans notre cerveau. Alors voilà, c'est Danielle Starenky qui l'a traduit. Et ce livre-là, il est facile à lire, il est simple. Il y a à peine 150 pages environ. Dès le départ, on voit comment... Oui, effectivement. Mais dès le départ, ce qu'on voit, c'est que souvent, les enfants, bien sûr, ils sont aimés de leurs parents. Mais est-ce qu'ils se sentent aimés? Puis pour qu'ils se sentent aimés, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'ils le comprennent? Puis ici, c'est un livre vraiment pratique. On voit la transmission de l'amour par le contact visuel, le contact physique. On voit l'attention concentrée. Souvent, nos enfants nous parlent, puis on fait d'autres choses, on est occupé à faire autre chose, mais est-ce qu'on est vraiment là, attentif à s'en occuper, à les écouter? L'amour approprié et inapproprié. Et la discipline. Qu'est-ce que la discipline? Et la discipline aimante. Ben oui. Alors, on voit aussi les enfants qui ont des problèmes particuliers. Mais on l'aborde dès le départ aussi parce qu'il reste que c'est une réalité souvent. On peut avoir des enfants faciles ou difficiles, mais est-ce que nous sommes, comme pour les mamans, maternelles ou non maternelles? Donc, une maman qui est non maternelle avec un enfant difficile, ça risque d'être peut-être plus difficile. Puis au niveau de la communication aussi, est-ce qu'on est plus émotif? Est-ce qu'on est plus cognitif? Donc, c'est toutes des choses qui sont abordées dans le livre. Puis ce qui est important, c'est que dans ce livre, il y a des éléments pratiques pour grandir par rapport à ça. Oui, absolument. C'est des éléments aussi simples. C'est ça que j'aime. Très simple, c'est simple, c'est pratique. Oui. Et ça fonctionne. Oui. Moi, comme je dis souvent, j'ai lu ce livre avant d'avoir des enfants. Oui, et ça m'a aidé à mieux aimer ma femme. Oui. C'est un bon truc. Donc, redis-nous le titre. Comment vraiment aimer votre enfant à 15 $ plus les frais de poste. Voilà, dans quelques instants, vous aurez la possibilité de prendre contact avec nous pour vous procurer votre exemplaire de ce très, très beau livre, « Comment vraiment aimer votre enfant ». Et Sylvain, aujourd'hui, ce n'est pas une question d'auditeur dont on va parler. Tu voudrais nous parler
plutôt d'un type de contact avec nos auditeurs. Oui, bien c'est ça, régulièrement. Les auditeurs, maintenant, je crois qu'ils savent qu'ils peuvent nous appeler parce que peut-être qu'ils ont des requêtes de prière, des demandes particulières. Donc, soit qu'ils vont nous écrire par courriel, soit même qu'ils vont nous visiter sur place, soit qu'ils vont nous appeler, spécialement nos secrétaires, tout ça. Donc, on a le privilège de recevoir leur requête de prière. Puis, bon, les gens savent maintenant, en tout cas pour ceux qui ne savent pas, mais oui, tous les mercredis matins, de façon particulière, on a un temps fort de prière. On a aussi le samedi, avec les sentinelles de prière, au Centre d'écrit de Montréal, un temps fort aussi de prière. Donc, les requêtes de prière restent anonymes dans cette équipe-là. Mais nous, on a le privilège, oui, effectivement, d'avoir des détails des fois sur des gens qui sont soit malades. Pour prier pour leurs besoins de manière spécifique. Et voilà. Donc, j'invite les gens, bien sûr, à nous appeler en tout temps, mais spécialement au début de la semaine, pourquoi pas? Oui. Parce que comme ça, bon, on a une banque de requêtes de prière. Puis on continue à prier. Puis d'ailleurs, je voudrais dire à nos auditeurs, ça serait bien qu'ils puissent prendre le temps de communiquer avec nous pour nous dire, bien, on a eu une réponse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On a eu une réponse. C'est toujours intéressant. On peut se remercier Dieu aussi. Oui, c'est ça. Avoir la gratitude. Moment de prière, on remercie Dieu aussi. Exact. Et il y a deux choses auxquelles je pense. D'abord, le fait qu'effectivement, nos auditeurs ont commencé à prendre l'habitude de nous appeler, et surtout en début de semaine, parce qu'ils savent qu'on prie. Ouais. Justement, la semaine dernière, c'est arrivé. 2 dames ont appelé puis ont dit « On sait que vous priez le mercredi matin, j'aurai une requête de prière. » C'est intéressant. Donc ça, on invite nos auditeurs à le faire. Et derrière ça, en fait, ce n'est pas simplement le fait de prier, c'est vraiment que nous croyons à l'importance de présenter à Dieu tous nos besoins. Ça ne veut pas dire que Dieu va, dans tous les cas, donner une réponse immédiate, fulgurante. Ça arrive. Non. Parfois, c'est une réponse qui va venir dans le temps. Mais on sait que Dieu est un Dieu fidèle et qu'on peut lui présenter tous nos besoins. Et on aimerait que... Jésus est vivant. Voilà. Oui. Dieu est vivant, le Christ est vivant. Oui. Et on voit des réponses. On voit des réponses, absolument. Dieu entend, absolument. Dieu est présent. Absolument. Ouais, il nous aime d'un amour inconditionnel. Et Sylvain, tu as choisi de nous présenter ça aujourd'hui parce que tu pensais aussi à prier pour les enfants. Oui, bien écoute, c'est sûr qu'il faut continuer à prier pour nos enfants. Je pense que c'est important, comme Daniel l'a mentionné, de prendre le temps d'être ensemble, pas juste pour manger, mais pour prier ensemble aussi. Exact. Ouais. Merci à tous les deux. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Plaisir. Alors, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour nous présenter vos requêtes de prière. Et puis, si vous voulez notre offre de la semaine, eh bien, voici maintenant comment vous la procurer. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. C'est au nom de toute l'équipe d'Il est écrit que je veux vous remercier d'avoir été des nôtres aujourd'hui, de nous avoir accompagnés durant toute cette émission. Et bien entendu, n'hésitez pas à réagir à cette émission, à prendre contact avec nous, que ce soit par téléphone, sur notre site web ou encore sur notre page Facebook. La semaine prochaine, on se retrouve pour un tout autre sujet. Mais comme j'ai l'habitude de vous le dire chaque semaine, prenez du temps pour l'essentiel, prenez du temps pour consulter et lire ce livre, car il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »